Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 55. 13 petites minutes, c'est tout ce qu'a duré la mi-temps du Super Bowl de Bad Bunny. Mais en 13 minutes, ce n'était pas juste un concert, c'était un univers entier, hyper dense, rempli de messages, qui s'est invité sur la plus grande scène du monde. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour voir comment chaque détail, de la scène au costume, a créé un moment culturel vraiment inoubliable. Allez, on commence tout de suite avec le moment qui a laissé des millions de gens scotchés. On se demandait tous la même chose. Ce qu'on venait de voir, c'était réel? Un couple qui se marie, là, au milieu du show, c'était juste pour le spectacle, non? Eh bien, la réponse est oui. C'était 100% réel. Une cérémonie, tout ce qu'il y a de plus légal, devant plus de 100 millions de personnes. Et le plus fou dans tout ça, c'est que l'histoire derrière ce mariage est au moins aussi incroyable que le mariage lui-même. C'est bien plus qu'une anecdote. Eux, ce sont Thomas Walter et Elisa Aparico. Des fans, des vrais. Tellement fans qu'ils ont tenté le tout pour le tout. Ils ont invité Bad Bunny à leur mariage. Et là, au lieu d'une réponse polie, il leur a fait une contre-offre complètement dingue. Et si c'était vous qui vous mariez pendant mon show au Super Bowl? Non seulement il a tout organisé, mais il a été leur témoin officiel. Il a signé le certificat de mariage. On est passé d'une simple invitation de fans à un moment d'anthologie. Ce mariage, aussi incroyable soit-il, n'était en fait qu'une pièce du puzzle. Maintenant, parlons de la scène. Parce que ce n'était pas juste un décor. Non. La scène était un personnage à part entière. C'était une invitation directe à Porto Rico, qui a complètement transformé un terrain de foot en un quartier plein de vie. Ce qui est vraiment bluffant ici, c'est le souci du détail. C'était une reconstitution ultra méticuleuse de la vie portoricaine et new-yorkaine. Il y avait tout, la Marqueta, le fameux marché de Harlem, la Casita, cette maison de quartier typique, la Barberia, on voyait des gens jouer au domino, des femmes se faire les ongles. Même la petite épicerie, la Licoreria, portait le nom de Conero, le lapin, en clin d'œil à Bad Bunny. Chaque détail était là pour nous plonger dans cette ambiance, pour créer un vrai sentiment d'appartenance. Et qui dit fête de quartier dit invité. Sauf que là, on parle sans doute de la fête de quartier la plus VIP de la planète. Des célébrités étaient carrément installées sur la scène, dans la fameuse Casita, comme si de rien n'était. On a pu apercevoir Karol G, Jessica Alba, Pedro Pascal, pas en train de chanter, non, juste là, comme des voisins qui participent à la fête. Et au milieu d'eux, il y avait une véritable légende de la culture nuyoricaine, la Tonita, la patronne du Caribbean Social Club de Brooklyn, qui a même servi un verre à Bad Bunny en plein direct. Un geste fort qui ancre le show dans une réalité, une authenticité. Bon, maintenant qu'on a vu la scène, intéressons-nous à l'artiste lui-même, parce que son choix de vêtements, qui pourrait paraître anodin, était en fait l'une des déclarations les plus fortes et les plus subtiles de tout le spectacle. Le contraste est saisissant. Une semaine avant, il gagne le Grammy de l'album de l'année, habillé en haute couture par Schiaparelli. Et là, pour la plus grande scène du monde, il choisit Zara, une marque de fast fashion. Forcément, ça pose une question. Franchement, pourquoi? Pourquoi une marque aussi accessible pour un événement pareil? Évidemment, ce n'était pas un hasard. C'était un message clair d'accessibilité. Oui, mais c'était aussi et surtout un hommage très, très personnel. Et la clé pour comprendre tout ça, elle tient en 2 chiffres. Un simple numéro, floqué sur son maillot, le numéro 64. Alors pourquoi 64? C'est un hommage direct à sa mère, Lissori Ocasio, qui est née en 1964. D'ailleurs, son nom de famille à elle, Ocasio, était aussi inscrit sur le maillot. Au sommet de sa gloire, sur la scène la plus regardée de la planète, il a fait le choix de mettre sa famille, ses racines, au premier plan. Il a transformé ce moment planétaire en une déclaration d'amour toute simple et intime. Passons maintenant à la musique, parce que là aussi, ce n'était pas juste une playlist de ses meilleurs tubes, non. La performance était un véritable voyage, très bien construit à travers l'histoire et la puissance de la musique latine. C'était une véritable odyssée en 4 temps. D'abord, un retour aux sources du reggaeton, avec des classiques de pionniers comme Daddy Yankee et Don Omar. Ensuite, la célébration du présent, avec ses propres hits mondiaux. Puis, un geste de respect immense, en invitant Ricky Martin, une autre icône portoricaine. Et pour finir, une démonstration de la richesse du genre avec Lady Gaga qui reprend une de ses chansons en version salsa. Le parcours était complet, du passé au futur. Et puis il y a eu ce mot, projeté en lettres géantes, perreo, le nom de la danse emblématique du reggaeton. C'était une façon de célébrer une culture qui a longtemps été critiquée et de dire « Regardez, aujourd'hui c'est une langue universelle, une affirmation de fierté culturelle sans détour ». On arrive maintenant au cœur du sujet. Comment tous ces éléments, la scène, les fringues, la musique, le mariage, s'emboîtent pour former un message politique extrêmement puissant. Et tout ça sans le moindre discours.
La réaction, évidemment, ne s'est pas fait attendre. Quelques minutes après la fin du show, l'ancien président Donald Trump publiait ce message jugeant la performance terrible. Et d'un coup, le spectacle est devenu un véritable champ de bataille culturelle. Ce show a mis en lumière une collision frontale entre deux visions de l'Amérique, deux idées totalement opposées de ce qu'elle est, et de qui elle inclut. D'un côté, on a une vision d'une nation unie par une seule langue, l'angla. Et de l'autre, celle de Bad Bunny, une célébration d'un continent entier, divers, multilingue, où il a même récité le nom des pays des Amériques en rappelant « Juntos somos América », ensemble nous sommes l'Amérique. Mais le geste politique le plus fort, le plus chargé d'histoire de toute la soirée, il est presque passé inaperçu. Il tenait en un seul objet, un détail sur le drapeau portoricain qu'il a brandi fièrement à la fin. Tout se joue sur la couleur du triangle. Le drapeau officiel de Porto Rico, c'est un triangle bleu marine, la même couleur que le drapeau américain. Celui que tenait Bad Bunny était bleu ciel. Or, ce drapeau bleu ciel, ou azul claro, c'est le symbole historique du mouvement pour l'indépendance de Porto Rico. C'est un drapeau qui a même été interdit sur l'île pendant un temps. En choisissant cette version, il n'a pas juste agité un drapeau, il a brandi un symbole de résistance et de toute une histoire coloniale sur la plus grande scène des États-Unis. Alors, au final, quel a été l'impact de ce message culturel hyper dense livré en seulement 13 minutes? Eh bien, l'onde de choc, on peut la mesurer. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pendant que Bad Bunny faisait son show, des organisations pro-Trump promouvaient en ligne un contre-événement, un concert Exclusively American. La différence d'audience est écrasante. On parle de 130 millions de spectateurs pour Bad Bunny contre environ 6 millions pour l'alternative. Les chiffres semblent montrer que sa vision d'Amérique a trouvé un écho beaucoup plus large. Au final, cette performance a prouvé que la joie, le sens de la communauté, la célébration de sa culture, tout ça pouvait être des actes de résistance. Il a montré qu'on pouvait parler à tout un continent, en espagnol, sur la scène la plus américaine qui soit. Alors la question reste ouverte. Ce n'était qu'une simple mi-temps, ou est-ce qu'on a assisté à une véritable révolution culturelle condensée en 13 minutes chrono?